Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isère Mag où nous avons décidé de prendre un peu de hauteur puisque je me trouve actuellement au cœur du parc naturel régional du Vercors entre Lens-en-Vercors et Villard-de-Lans, plus exactement sur la Via Vercors, un exemple parfait de la montagne 4 saisons. Dans un instant, je retrouverai Chantal Carlioz, elle est conseillère départementale du canton Fontaine-Vercors, elle est également vice-présidente du département en charge de la montagne et des stations et présidente d'Isère Attractivité. Qui de mieux en effet pour nous éclairer sur cet hiver pas comme les autres, privé de remontées mécaniques mais pas d'énergie et de belles promesses. Mais comme d'habitude, c'est avec le sommaire que l'on va prendre la température de ce numéro. Jeux 7 et match, les raquettes à neige tirent leur épingle du jeu, touristes ou locaux, grands et petits, tout le monde s'y met. Exemple sur le joli domaine du Col d'Ornon en Matésine avec en bonus des vues à couper le souffle. Le département en première ligne pour la plus grande campagne vaccinale de l'histoire de notre pays, celle contre la Covid-19. Tout a bien commencé dans les EHPAD, les centres de santé mais aussi les résidences autonomie. En septembre prochain, 400 jeunes du secteur de la Villeneuve à Grenoble feront leur rentrée dans un collège flambant neuf. D'ici là, les travaux se poursuivent pour réaliser cet établissement qui s'intégrera parfaitement dans le quartier. Et puis, aux archives départementales, les travaux sont terminés, mais c'est un autre chantier qui a pris le relais, celui du déménagement entre l'ancien et le nouveau site entre Grenoble et Saint-Martin-d'Air, et ce n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que les premiers flocons blanchissent nos montagnes, je commence à trépigner et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller en profiter. Et comme on est partageur en Isère, on aime bien aussi en faire profiter les autres. Et chaque année, ce sont des visiteurs de toute la France, de toute l'Europe et même au-delà qui viennent profiter des atouts du département. Mais cet hiver, la pandémie de Covid-19 et le coup d'arrêt des remontées mécaniques ont un peu sonné la fin de la récré. En fait, c'est ce qu'on aurait pu croire. Mais en Isère, on est plein de ressources. Nous allons revenir sur cette situation inédite avec vous, Chantal Carlioz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du département en charge de la montagne et des stations et présidente d'Isère Attractivité. Quel est l'impact de la Covid-19 sur le tourisme en Isère ? C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici en plein air, dans des espaces de liberté du Vercors. Merci de m'interviewer dans ce cadre magnifique. Alors l'impact de la Covid-19 sur le tourisme en Isère est de différents ordres. D'abord d'ordre économique. De manière générale, c'est 2 milliards d'euros le chiffre d'affaires du tourisme en Isère. Là, à la fin de la saison, on sera à 1,4 milliard d'euros de perte de chiffre d'affaires. Au niveau des emplois, nous, entre mars 2020 et septembre 2020, donc en dehors, on n'a pas encore mesuré l'impact de la fermeture des domaines skiables, on était déjà à moins 10% des emplois. Mais on est ici dans un territoire rural et agricole. On ne parle pas assez dans les emplois des plus réactifs, c'est-à-dire des agriculteurs, mais aussi des artisans du bâtiment qui, pour avoir un revenu annuel, s'inscrivent dans des différents métiers dans les domaines skiables dont ils seront privés aujourd'hui. Donc des impacts au niveau économique, au niveau social, mais aussi une prise de conscience de ce qu'est réellement le tourisme, à savoir une part d'entre nous, c'est-à-dire une vie sociétale qui nous manque énormément avec la fermeture des bars, des restaurants, de tous les événementiels, des centres de culture et autres cinémas. Et donc l'impact, c'est à la fois un impact qui montre la réalité économique et sociale du tourisme en Isère, mais également la réalité quotidienne que le tourisme, c'est aussi un art de vivre. Est-ce que l'économie du tourisme peut s'en relever ? Vous savez, on dit que cette épidémie nous vient de Chine et les Chinois ont un mot pour désigner la crise en 2 termes. Wei-ji, Wei désignant danger et Ji opportunité. C'est-à-dire au cœur de la crise, il faut chercher des opportunités. Et pour cela, il me semble qu'il y a 2 pistes. La première, c'est d'écouter les attentes de la société, autant des habitants que de la population touristique. En Isère, on est 1,3 million d'habitants, donc des touristes potentiels. Et quelle est l'attente majeure ? C'est l'exigence de bien-être et de santé. Et les vacances, ce n'est pas que du loisir, c'est aussi du ressourcement, c'est une véritable parenthèse thérapeutique. Et nous avons lancé, pour répondre à cette attente,
présente le plan bien-être santé. Et le deuxième ressort, eh bien, c'est faire preuve d'audace. Alors faire preuve d'audace, ce n'est pas faire preuve d'arrogance, c'est simplement avoir du courage, de détermination et avoir dans la confiance dans notamment nos atouts. Et moi, j'ai confiance dans les atouts de l'Isère et dans les hommes et les femmes qui constituent le tourisme en Isère. Et nous pouvons faire preuve d'audace. Donc, j'ai parlé de bien-être et de santé. Et on parle souvent du bien-être et de la santé dans l'assiette. Et l'Isère a mis en place, il y a 2-3 ans déjà, un label qui s'appelle ISIR, qui permet de garantir la provenance, la qualité, mais aussi des revenus décents pour les producteurs. Et nous allons ouvrir, et c'est une avant-première, un espace Alpizir qui va faire la part belle aux produits circuits courts de l'Isère, labellisés ISIR, mais pas simplement, tous les produits AOP, IGP, tous les produits qui font rayonner l'Isère. Et savez-vous où est-ce qu'on va la placer? Eh bien, on va la placer dans le deuxième centre européen qui s'appelle The Village, village de marque, où il y a 11 000 habitants de passage par jour. Donc faire preuve d'audace, c'est ça également, mais également sur la question de la mobilité, parce qu'on sait que la crise sanitaire, c'est aussi du réchauffement climatique, et donc le plus gros émetteur de CO2, c'est la voiture. Et que fait l'Isère? Eh bien, l'Isère, sur la question de la mobilité, va remettre sur rail le premier train électrique au monde cet été, va créer la plus grande halte fluviale au nord à Vienne, et entre les deux, eh bien, tout un chacun s'active, chaque territoire, pour mailler le territoire en pistes cyclables, et on a pris le leadership du vélo assistance électrique. Alors vous venez de nous donner un petit peu un avant-goût de tout ce qu'on pourra faire cet été en Isère, puisque la montagne, elle vit aussi l'été et il faut dès à présent songer à ce qui va se passer en juillet-août. Il faut s'appuyer sur l'expérience vécue de l'été dernier. L'été, c'est 42% de la fréquentation, c'est 30% de la clientèle étrangère. On savait qu'elle sera peu ou pas présente. Et donc, il fallait compenser l'absence de la clientèle étrangère par plus de clientèle de proximité. Et il se trouve que le tourisme est de plus en plus, avec cette crise sanitaire, un tourisme bleu-blanc-rouge. C'est-à-dire que les Français redécouvrent leur territoire. Et a fortiori les Rhône-Alpins également. Et nous avons une clientèle de proximité rhône-alpine qui représente 35% de notre fréquentation. Et donc l'année dernière, avec une stratégie de communication que nous avons mis en place depuis 2-3 ans, eh bien, on a fait plus 12% de cette clientèle de proximité, ce qui compense un petit peu pour moitié la perte de la clientèle étrangère. Donc cette année, il va falloir qu'on fasse autant, mais même mieux. Pourquoi? Parce que bien, la montagne a eu une année noire sur une saison blanche. Et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que c'est avec le chiffre d'affaires obtenu en hiver que les acteurs du tourisme montagnard préparent l'été. Donc lorsqu'on parle de compensation, il faut aussi parler de reprise. C'est-à-dire que les compensations doivent être suffisantes pour permettre aux acteurs de la montagne eh bien, de préparer l'été, mais aussi la diversification. Parce que la transition, c'est un processus lent. Et donc, pour préparer l'été, eh bien, il faut renforcer notre communication en termes de fréquentation de clientèle de proximité. Il faut faire du lobbying auprès de l'État pour prolonger les compensations des aides pour une reprise et sauver l'été, puisque l'hiver a été perdu. Et pour cela, il faut également eh bien, faire une communication très forte. On avait mis plus de 600 000 € la dernière, on fera pareil. Et on a quelques indicateurs assez importants qui peuvent nous donner aussi confiance. On a mis en place un site internet, Alpizir, Isère Attractivité. Depuis 2014, les chiffres ont été en progression. Actuellement, on a 1,2 million de visiteurs et les pics de fréquentation, c'est entre juin et septembre. C'est-à-dire que les 4 saisons, l'économie de 4 saisons existe déjà en Isère. Alors cette crise, elle aura aussi rappelé que l'économie de la montagne, vous le disiez, cette économie, elle doit se réinventer. Et l'Isère se positionne en territoire pilote pour un ambitieux plan national station de montagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je le disais tout à l'heure, pour sortir de la crise, rebondir, il faut faire preuve d'audace. Et par rapport à cela, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il faut faire preuve de courage, de détermination, mais également de confiance dans nos atouts et dans nos capacités à rebondir. Et l'Isère, à cet égard, a beaucoup de choses, non seulement à dire, mais aussi à montrer. C'est-à-dire que les principaux thèmes que comportera ce futur plan, eh bien, on est déjà dessus. On y travaille. Non seulement on y travaille, mais on a déjà réalisé. Et donc, on est un véritable laboratoire à ciel ouvert qui peut, dans le retour d'expérience, peut profiter au plan national Station Montagne. Quelques exemples. On
on dit le ski. Le ski ne sera pas, je vais dire, supprimé. Il restera du ski. Mais on sait que les aides seront conditionnées parce qu'il va falloir travailler sur la transition. Et donc, les aides vont être conditionnées par rapport aux stations, par rapport au ski. Or, l'Isère, depuis 2017, a mis en place une étude qui donne des bases scientifiques pour les acteurs des stations et qu'elles puissent dire si oui ou non elles font de la neigeculture. Et ça pourra profiter à l'ensemble au niveau national. Deuxième point, on sait qu'en montagne, l'émetteur de CO2 principal, c'est la voiture. Donc j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qu'on faisait en matière de mobilité douce, mais il y a aussi le fait qu'on est leader, parce que les entreprises sont implantées en Isère en matière d'hydrogène, en matière d'ascenseurs valéens. Il y a aussi l'immobilier de loisirs. On sait que le deuxième émetteur, c'est l'hébergement, qui est le plus gros émetteur de CO2. Et là aussi, on a beaucoup de choses à montrer, parce qu'on y travaille depuis 2-3 ans. Après, il y a aussi le bien-être et la santé, j'en ai parlé. Et donc là aussi, j'ai toujours le souci d'apporter la preuve de ce que j'avance. Et donc, avec Samuel Vergès, on va apporter la preuve des bienfaits de la montagne, de la relation entre bien-être, santé et l'altitude. Et enfin, n'oublions pas, dans notre réflexion du présent et du futur, d'être solidaires. 40% des Français ne partent pas en vacances. Ils se sacrifient pour envoyer leurs enfants où? En colonies de vacances, en classe de vertes et découvertes, en centre de vacances, qui souffrent cruellement. Donc, il faut que le plan national comporte un accent, un volet très très fort pour soutenir nos jeunes, et centres de vacances pour permettre justement d'être solidaires de celles et ceux qui ne partent pas en vacances. Donc oui, l'Isère peut être un territoire pilote et faire preuve d'audace en l'affirmant et en le proposant, et tout simplement parce que j'ai confiance dans l'énergie, le dynamisme des acteurs du tourisme que je salue, et je voudrais dire leur respect et les remercier d'être toujours dans le combat, dans l'action, pour faire que l'Isère puisse être toujours ce magnifique territoire que nous avons en partage. Merci Chantal Carlioz. Écoutez, avec un très très grand plaisir. On le disait, toutes les activités d'hiver ont connu aussi un rebond cet hiver, hors du ski de piste. Elles ont parfois été victimes de leur succès, à tel point que c'était presque devenu, la raquette à neige était presque devenue une rare dans certains magasins. Mais on va quitter le Vercors pour aller au col d'Ornon, où tout le monde a trouvé raquette à son pied pour participer à une petite randonnée en compagnie de notre journaliste Lilian Veillé. Chantal Carlioz, merci encore et à bientôt. À très bientôt, merci. Les pieds dans la poudreuse, mais surtout dans les raquettes. Plusieurs touristes ont choisi le col d'Ornon, en 3 ans et Matésine à 1371 mètres d'altitude, pour passer leurs vacances et s'initier à la raquette à neige. C'est sympa, on est en pleine nature. Donc c'était très agréable, vraiment. C'est la première fois que je viens en montagne. Pour moi, ça a été parfait. Ma première sortie raquette, c'est ça. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé à la fois l'environnement naturel. On est vraiment dans la nature. Une activité très simple qui nécessite quand même 1 ou 2 explications. Si vous étiez sans raquette, vous vous enfonceriez. Le fait d'avoir la raquette, ça fait une répartition, vous avez une pression plus importante sur le sol, ce qui permet d'avancer sans problème. Éviter de marcher sur les pistes de ski de fond, suivre le balisage et respecter d'autres petits conseils techniques. Elle nous a expliqué qu'avec les raquettes, il ne fallait pas reculer, sinon on risquait de tomber et qu'il fallait faire un tour sur soi-même lorsqu'on voulait changer de direction. Pas très compliqué donc, mais quand même un peu physique. Ouais, ça monte bien, c'est un petit peu sportif, mais bon, c'est quand même accessible à tous les niveaux. Mais la raquette attire, et particulièrement cette année. Entre la fermeture des remontées mécaniques et le très bon enneigement, les vacanciers se sont montrés nombreux au col d'Ornon. Le foyer de fond a été dévalisé pour le matériel, que ce soit en ski et aussi bien en raquette. Vraiment, on a été dévalisé. Les gens se sont intéressés et ont apprécié, je pense, de découvrir la montagne autrement cette année. En plus des 8 pistes de ski alpin et des 4 pistes de ski de fond, la station du col d'Ornon compte 7 circuits de raquettes balisés. De 800 mètres pour une petite balade à plus de 5 km pour une randonnée sportive, les itinéraires montent et descendent à travers champs et forêts et permettent surtout d'admirer la vue. C'est ce sommet-là. Alors le Taillefer, lui, fait 2857 mètres. D'un côté, c'est le Taillefer qui pointe le bout de son nez, de l'autre, le Petit Renault et le massif des Écrins. On est totalement entouré par la montagne et la nature.
Ce qui plaît dans la raquette, c'est un peu ce côté randonnée, parce que de toute façon, les circuits de raquette prennent les circuits de randonnée de l'été et suivent beaucoup ce chemin-là. Donc c'est ce côté, se promener dans la nature, sans contrainte, à son rythme, comme on veut, on s'arrête comme on veut, on regarde. Les touristes sont venus chercher le silence et le calme du col pour se balader en raquette, parmi les 770 km d'itinéraires balisés et sécurisés en Isère. Vous l'avez constaté, on s'est rapproché de la neige. Je me suis un petit peu couvert parce qu'il y a du vent. Nous sommes ici sur le site nordique de Villard-de-Lans, à Bois-Barbu. Si vous voulez connaître les parcours de ski de fond, les parcours en raquette, les pistes de luge, il existe un site internet, isereoutdoor.fr, qui se décline aussi en application. C'est pratique pour le garder dans la poche. Il suffit d'indiquer par exemple un secteur, une activité ou un niveau de difficulté. Et en quelques secondes, vous avez accès aux tracés dans les stations selon vos critères. Vous pouvez même les télécharger pour les consulter hors ligne. Alors si vous passez par la Matésine, je vous encourage également à aller faire un côté du tour des lacs de Lafray. Eux aussi ont les honneurs du dernier numéro d'Isermag. On les connaît bien évidemment l'été, on aime se prélasser sur ces plages au soleil, se rafraîchir, mais ce sont également des lieux empreints de culture. Découvrez l'histoire du lac Mort, du lac de Petit-Chet, de Pierre-Châtel ou du lac de Lafray. Et vous y apprendrez notamment que l'œuvre du compositeur Olivier Messiaen a été largement inspiré par ces paysages. Il est d'ailleurs enterré au cimetière de Saint-Théophrais. Une petite piqûre pour l'homme, un grand geste pour l'humanité. Pour éviter la propagation de la Covid-19, une vaste campagne de vaccination a été lancée auprès des populations les plus fragiles. Le département de l'Isère, qui est l'un des rares départements à avoir fait le choix de conserver une politique de santé publique, épaule l'État et l'Agence régionale de santé, l'ARS, dans cette mission. Dès le début de la campagne, 4 de ces 8 centres de vaccination ont par exemple été mobilisés, mais encore 28 des 38 résidences autonomie de l'Isère ont fait appel au département pour organiser la vaccination de leurs résidents. C'est le cas dans la résidence du Belvédère à Cessin où s'est rendu Maxime Lequeux. Vie sociale en suspens, solitude insoutenable. Pour Nicole, la vie dans les résidences autonomie n'a jamais été aussi difficile. Elle possède un appartement dans cet établissement depuis 16 ans, mais depuis l'arrivée du Covid-19, le temps s'est transformé. Ça a changé beaucoup de choses, on ne se voit plus. On ne se voit plus entre nous. Bon, mis à part celle qui mange au restaurant, mais moi je ne mange pas. Bon, donc celle-ci, elle se voit. Mais entre nous, on n'a plus le droit de se voir. On ne peut plus venir boire le café. Enfin bon, voilà quoi. C'est quand même un peu stressant. Depuis le début de la campagne, en janvier, la vaccination s'est accélérée dans les résidences autonomie qui ont pu choisir leur stratégie et l'organisation qui en découle. Nous avons 38 résidences autonomie en Isère aujourd'hui. Elles avaient le choix soit de se faire vacciner avec le centre de vaccination le plus proche, soit d'organiser elles-mêmes la vaccination, soit de faire appel au département. Sur 38 résidences autonomie, 28 ont fait appel au service du département. Ici, dans le centre de Cessin, les résidents, pour la plupart, sont soulagés. Ils approuvent ce choix. Je suis là depuis août 2017, donc 3 ans, presque 3 ans et demi, quoi. C'est un petit coin de paradis. C'est une organisation qui est super intéressante pour nous parce que j'ai essayé de téléphoner pour prendre un rendez-vous, j'ai essayé Internet, c'est absolument tout bouché. Et le fait de pouvoir me faire vacciner ici, avec des personnes que je connais, dans les locaux que je connais, sans avoir à faire la queue dehors pendant un quart d'heure. Enfin, c'est vraiment l'idéal, quoi. Comme partout sur le territoire, la vaccination s'effectue sur la base du volontariat. Et dans les résidences autonomie en Isère, le taux d'engagement est d'environ 80%. Je sais qu'il y en a 17 sur 19 qui ont accepté la vaccination. Tous ceux que j'ai vus ont été heureux, qu'on pense à eux, ils se trouvent privilégiés et ils remercient vraiment le fait qu'ils soient prioritaires. De son côté, le département affirme qu'il n'y aura pas de pénurie de deuxième dose et même si les activités sont toujours restreintes, une lueur d'espoir revient chez les résidents avec cette seconde injection.
Et pour répondre à toutes vos questions sur la vaccination, le département a mis en place un centre d'appel. Il s'agit du 04 76 00 31 34. Il est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Mais le vaccin ne doit pas empêcher de continuer évidemment à respecter les gestes barrières, notamment le port du masque obligatoire dans l'espace public à partir de 11 ans et donc pour les collégiens. Qu'en sera-t-il à la rentrée prochaine? On le verra le moment venu. Mais ce que l'on sait, c'est que les habitants du quartier de la Villeneuve, les jeunes, bénéficieront d'un bâtiment et d'infrastructures tout neufs. 3 ans et demi après l'incendie criminel qui avait ravagé l'établissement, le chantier du futur collège déplacé vers l'avenue de la Bruyère pour cette opération s'élève à grands pas. Une visite de la deuxième phase a eu lieu fin janvier. C'est un reportage de Maxime Lequeux. Les engins de chantier destinés aux grosses œuvres s'activent depuis près de 6 mois au collège Lucie-Aubrac de la Villeneuve. Et le travail des 150 ouvriers du site n'a pas été freiné par la situation sanitaire. Il y a 3 ailes sur le bâtiment, donc on est déjà, vous voyez qu'en 1 semaine et demie, on a levé la quasi-totalité des salles de classe de l'aile nord, ce qui vous donne à peu près l'échelle de temps, c'est-à-dire que d'ici 3 semaines, on aura monté la totalité des salles de classe en ossature bois 3D. Les futures salles de classe sont en réalité des modules fabriqués en dehors du site. L'assemblage de 3 de ces structures suffit pour concevoir une salle de classe et 10 sont installées chaque jour. C'est un principe constructif innovant qu'on développe à l'agence depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle la préfabrication hors site, c'est-à-dire qu'on recherche à l'intérieur de la construction de notre bâtiment et de sa conception tout ce qu'on peut externaliser, c'est-à-dire tout ce qu'on peut construire en dehors du chantier pour gagner du temps. Pour aller plus vite, un circuit court a été privilégié. Le bois utilisé provient de la région et l'usine qui produit les modules est située à Pontcharrat. Un programme d'insertion pour les demandeurs d'emploi a également été mis en place. Nous demandons aux entreprises d'embaucher un certain nombre de personnes en recherche d'emploi. Et c'est ce qui a été fait particulièrement sur l'entreprise qui fabrique les modules en bois. Et aujourd'hui, c'est 6 personnes qui ont un emploi depuis le mois de juillet et qui participent à la fabrication de ces modules. Donc là aussi, c'est un succès. Et pour que la réussite soit totale, un impératif doit absolument être respecté. Les 400 élèves du collège doivent retrouver les bancs de l'école en septembre prochain. Actuellement, on est dans les délais, donc c'est vrai que nous, on est contraints aussi par une rentrée scolaire au 1er septembre. Donc c'est vrai qu'à l'initiative du projet, il y avait toujours une crainte d'avoir une rentrée décalée. Il y avait aussi cette crainte de la crise sanitaire, de perdre du temps dans la construction. Et donc du coup, là, on est plutôt satisfait et impatient de pouvoir rentrer dans ce nouveau collège au 1er septembre. Ce collège réussira le tour de force de sortir de terre en seulement 12 mois. Pour comparaison, ce genre d'établissement se construit normalement en 18 mois. Le budget prévisionnel pour cette opération s'élève à 19,35 millions d'euros. Si vous avez déjà déménagé dans votre vie, vous savez que ce n'est jamais une mince affaire. Et que dire du déménagement des archives départementales? Depuis début janvier, ce sont en moyenne 300 mètres d'archives qui transitent chaque jour entre l'ancien site grenoblois et celui qui vient d'être achevé à Saint-Martin-d'Air. Un travail de fourmi, comme a pu le constater Charlotte Faulkner. Petit à petit, les étagères des archives départementales de l'Isère commencent à se vider. Tous les jours, ce sont entre 300 et 400 mètres linéaires de documents qui sont déménagés. Un déménagement qui se prépare depuis plusieurs années, un véritable casse-tête logistique. Derrière cet énorme stock de boîtes, il y a des bases de données. Des bases de données qui comportent les références des documents et aussi la localisation de chaque boîte. Ici, et nous avons la même chose pour le nouveau bâtiment là-bas. C'est-à-dire que le déménagement matériel, il se double d'un déménagement virtuel. Ici, chaque personne a un poste prédéfini. Tous les documents sont donc conditionnés et ont chacune leur armoire roulante attitrée. Une fois scannées, les armoires sont stockées dans un camion qui est ensuite scellé avant de prendre le départ pour le nouveau site des archives situé à Saint-Martin-d'Air. Ce qui est important dans ce genre d'opération, ce n'est pas des opérations coup de poing où on se dépêche de remplir un camion qui part à toute vitesse là-bas. Ce qui est très important, c'est la fluidité des processus entre le vidage des magasins ici et le remplissage des magasins là-bas.
Donc tout est dans l'anticipation. Il y a 2 équipes de déménageurs, comme il y a 2 équipes d'archivistes, une ici et une à Saint-Martin-d'Air, et chacun connaît très bien son rôle. Chaque jour, les camions font entre 6 à 7 allers-retours. Une fois sur le site de Saint-Martin-d'Air, chaque armoire roulante doit ainsi trouver sa place dans les magasins correspondants. Un travail mené par les archivistes. Ils accompagnent les déménageurs dans le magasin en question. Et là, ce sont les archivistes qui vont leur indiquer où chaque sous-série, où chaque versement doit aller, de quelle manière ça doit être rangé sur les rayonnages. Donc par exemple, dans ce magasin ici, on va avoir des boîtes et des registres. Et les archivistes veillent à ce que les boîtes soient mises dans le bon ordre, puisque chaque référence de boîte a un sens intellectuel. Et ils vérifient également qu'ils sont évidemment manipulés avec soin. Et on ajuste les tablettes également en fonction des documents. Au total, ce sont 39 km linéaires de documents qui doivent être transférés. Un déménagement qui devrait donc se poursuivre jusqu'au mois de juin. Et chaque année, ce sont environ 2700 personnes qui viennent aux archives consulter des documents pour des travaux de recherche ou des procédures judiciaires. C'est le moment d'aller fouiller dans vos archives, faire un tour dans vos caves et greniers. Qui sait si vous n'allez pas découvrir dans une vieille malle les objets de la prochaine exposition du musée de la Résistance et de la Déportation à Grenoble. Le musée départemental a lancé une collecte participative de souvenirs de la période 1939-1945. Jouets, outils, vêtements sont les témoins du quotidien de cette époque. Ce serait dommage qu'ils finissent à la poubelle alors que les témoins directs sont de moins en moins nombreux. On est au moment de la fin de l'ère des témoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les liens avec la Seconde Guerre mondiale ils sont quasiment éteints puisque les générations d'aujourd'hui n'ont plus aucun lien avec cette période de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment aussi où les familles héritent et se retrouvent avec ces objets, ces documents et nous on ne voudrait pas qu'ils soient perdus ou jetés et on est là pour pouvoir les collecter. L'objectif c'est de pouvoir inciter les Isérois et les Iséroises qui pourraient avoir des objets chez eux de se rapprocher du musée pour pouvoir proposer des dons qui seront étudiés pour éventuellement rejoindre les collections du musée. Pour participer et pour donner, on peut faire un don directement sur le site internet du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère si on a des objets à donner. On a plutôt ciblé quatre thématiques, mais après toutes les propositions de dons seront étudiées. Plutôt les objets ou plutôt des documents qui pourraient provenir du Nord-Isère, par exemple. La question des prisonniers de guerre aussi. Également tout ce qui va concerner l'ordre du foyer, du quotidien, de l'intime. Je pense à des journaux, à des lettres, des vêtements, des chaussures, ce type d'objets. Et puis plus largement tout ce qui va concerner les premières années du conflit, c'est-à-dire entre 39 et 42 par exemple. L'objectif c'est que cette collecte elle soit connue, qu'elle soit diffusée sur tout le département de l'Isère et qu'on puisse recueillir ces objets-là pour qu'ils soient pérennisés, conservés dans les meilleures conditions et surtout que le musée puisse vraiment continuer d'être le garant de cet héritage, de cette histoire et de cette mémoire. Et pour participer à cette collecte, direction le site internet des musées de l'Isère. Alors si vous me voyez dans cette position, c'est parce que Pierre, mon moniteur de SF, m'a proposé de m'initier au biathlon. Je vais tirer, mais avant ça, je vais bien évidemment vous dire au revoir. Merci d'avoir assisté à cet Isère Mag que vous retrouvez dans votre boîte aux lettres, le numéro de février-mars avec encore plus d'infos. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, je m'y mets. Oh, Daddy dear, you know you're still number one. But girls, they want the F1.